santé au cœur de l'information. Heureux de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Demain, Lomé sera la capitale de la mobilisation africaine contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Une conférence parlementaire de haut niveau s'ouvre pour situer la contribution de la jeunesse du continent dans la lutte contre ces fléaux. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire s'ouvre également demain un colloque sur l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, nouvelle dénomination du Conseil régional de l'épargne publique. Une occasion de faire découvrir les nouvelles orientations données à l'organisation. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence de son Excellence Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 4 communications. L'essentiel de ce qui a été dit en Conseil, dans le compte-rendu présenté par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, professeur Akoda Ayouadan. Communiqué du Conseil des ministres du 18 janvier 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi sur la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UMOA. Ce texte fixe les incriminations et les sanctions relatives au faux monnayage en prenant en compte les agissements tels que la contrefaçon et la falsification des billets. Il détermine également la responsabilité pénale des personnes physiques et des personnes morales, le régime des peines applicables et les pouvoirs de la BCEAO en matière de centralisation des signes monétaires saisis. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret fixant la nomenclature, les modalités et les conditions d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. L'étude de ce projet de décret, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la réforme R6 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, relative à la réforme de la législation environnementale, sera poursuivie lors d'une prochaine réunion du Conseil des ministres. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 40 m3 par heure, si à Apédokoé, au nouveau château de 1300 m3 en construction à Sagbado. Le forage d'Apédokoé d'un débit de 960 m3 par jour est pris en compte dans le dimensionnement du château d'eau de 1300 m3 de Sagbado pour permettre l'accès aux services publics d'eau potable des populations du Grand Lomé et de ses environs. Ce projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de Lomé, qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale, permettra à environ 250 000 habitants de Sagbado et ses environs d'avoir accès à l'eau potable et d'améliorer les performances techniques et opérationnelles de la Société togolaise des eaux, TDE, en matière d'exploitation du service public d'eau potable. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au registre social des personnes et des ménages présentée par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. La mise en place du registre social des personnes
et des ménages constitue l'un des projets prioritaires envisagés par notre pays pour renforcer l'inclusion sociale et l'harmonie et consolider la paix au Togo conformément à l'axe numéro 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Suite à cette communication, le Conseil a donné des orientations pour la mise en place de ce registre par le biais d'un principe déclaratif et volontaire permettant ainsi aux personnes enregistrées de pouvoir, selon des critères sociaux à définir, bénéficier de programmes de protection sociale du gouvernement. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative à la situation de l'inclusion financière en 2022, présentée par le ministre chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Au cours des dernières années, et grâce aux actions entreprises par le gouvernement, le taux d'inclusion financière est passé de 72,5% en 2016 à 81,5% en 2020, soit la deuxième meilleure performance dans l'UEMOA. Sur la même période, le taux de bancarisation élargi est passé de 70,8% à 80,04%, faisant de notre pays celui de la sous-région avec la plus forte croissance dans ce domaine. En outre, le taux global de pénétration géographique des services financiers du Togo est passé de 81 points en 2016 à 422 points en 2020. Ces performances enregistrées ont été stimulées par des mesures incitatives prises pour protéger le pouvoir d'achat des populations et inciter le déploiement des institutions de microfinance en leur apportant un soutien spécifique. Ces actions ont notamment permis de financer 21 524 personnes dans la région des Savanes pour un montant mobilisé de près de 1,8 milliard de francs CFA. Le Conseil a instruit pour la poursuite des mesures engagées afin de renforcer la résilience des populations togolaises. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à la situation de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire, présenté par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La présente communication vise à faire l'état des lieux des cantines scolaires et partager les perspectives envisagées au titre de l'année scolaire 2022-2023. En effet, le programme a donné accès à une alimentation suffisante et équilibrée aux élèves des zones les plus vulnérables de notre pays et a participé à la création des conditions visant à renforcer l'inclusion sociale et à garantir l'accès au minimum vital indispensable à la cohésion et à la paix durable. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, au total, 132 153 élèves ont bénéficié du programme dans 906 écoles sur toute l'étendue du territoire pour un montant de 1,78 milliard de francs CFA avec des contributions du secteur privé, d'organisations non gouvernementales, d'organisations communautaires et d'institutions internationales. Pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, les cantines scolaires seront mises en œuvre dans 1181 écoles avec une prévision de 213 784 élèves bénéficiaires en vue d'atteindre la cible visée par le gouvernement à l'horizon 2025 qui est de 300 000 élèves. Compte tenu du contexte actuel, la situation des familles déplacées, victimes des attaques terroristes dans la région des Savanes, sera particulièrement considérée et prise en compte. Ainsi, plus d'une trentaine d'écoles situées dans la préfecture du Kpendial seront intégrées au programme. Le Conseil a salué le bon déroulement du programme et a donné des orientations pour un transfert progressif de la mise en œuvre aux collectivités territoriales. Le Conseil a écouté une dernière communication sur la situation économique et financière au troisième trimestre 2022,
présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette communication présente une synthèse de l'évolution de la conjoncture économique sur le plan international au sein de l'UEMOA et sur le plan national au terme du troisième trimestre de l'année 2022. Sur le plan international, le rythme de progression du PIB s'est amoindri dans l'ensemble des régions du monde, tandis qu'au sein de l'UEMOA, l'activité économique est restée dynamique avec une progression de 5,7% du PIB en glissement annuel. La conjoncture nationale au troisième trimestre 2022 est essentiellement caractérisée par une hausse des activités dans les différents secteurs de l'économie comparée à la même période de 2021. Ces évolutions rentrent en phase avec les estimations et prévisions du cadre macroéconomique d'octobre 2022 qui table sur une croissance du PIB réel de 5,8% en 2022 et 6,6% en 2023. Fait à Lomé le 18 janvier 2023, le Conseil des ministres. Et au terme donc du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a échangé avec les journalistes sur différents sujets qui ont meublé justement le Conseil. Et parmi ceux-ci, l'avant-projet de loi sur le faux monnayage. Que dit cette loi sur le refus des pièces et billets usagés par les populations sur le marché? Je vous propose un extrait de la réponse du ministre de la Communication. Pour ce qui est du refus des pièces de monnaie ou des billets de banque usagés par certains commerçants, on est ici face à une pratique qui a cours dans notre pays, mais une pratique qui est parfaitement illégale, puisque les monnaies, les pièces usagées ou les billets de banque usagés peuvent être restitués tout simplement à la BCEAO, mais à partir du moment où c'est de la monnaie qui a cours légal, cette monnaie-là doit être reçue comme moyen d'échange, puisque la monnaie a cours légal. D'ailleurs, le 30 novembre dernier, la BCEAO, dans un communiqué, a rappelé cette exigence à tous les pays membres, enfin en tout cas les pays membres de l'UEMOA, et aussi il y a eu une communication pour sensibiliser les commerçants sur ce que une pièce usagée ou un billet de banque usagé n'est pas un billet de banque qui a perdu son cours légal. C'est un billet de banque qui reste usagé et qui peut être récupéré dans le circuit de la BCEAO et détruit afin que de nouvelles pièces ou des nouveaux billets de banque puissent circuler. Au total, refuser de recevoir en paiement d'une prestation une pièce de monnaie ou un billet de banque usagé est contraire à la loi. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Le chef de l'État, Faure Sezim Zingbi, a reçu en audience hier l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Le diplomate Sanjeev Tandon était porteur des vœux de Nouvel An du président indien à son homologue togolais. Et ensemble, ils ont également évoqué les plusieurs domaines dans lesquels la coopération entre l'Inde et le Togo pourrait se renforcer. Écoutons le diplomate indien à sa sortie d'audience. Ses propos sont recueillis par Isaka Aruna. It is always an honor and privilege to meet His Excellency, President, and I came to extend Prime Minister and President of India's New Year wishes and warm greetings, and those of mine to Presidency and the people of Togo, wishing them a prosperous and happy New Year. We also discussed and reviewed several areas of bilateral cooperation in which we have made a joint effort to promote our bilateral ties in recent months. Thank you. Je vous le disais en titre, demain s'ouvre à Lomé la conférence parlementaire de haut niveau sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent
en Afrique. Et à quelques heures de cet important rendez-vous, la présidente du Parlement, Yawa Dibori Tchegan, est allée ce matin à l'hôtel du 2 février, histoire de se rendre compte des derniers préparatifs et réglages de cette réunion. Le compte rendu de sa visite avec Clarisse Aticlé. Tapis rouge et plus de 500 places assises pour les différentes délégations. Représentants des parlements nationaux, des leaders de jeunesse, des organisations non gouvernementales de jeunesse et des organisations de la société civile, des représentants des syndicats d'étudiants, des jeunes leaders communautaires, des représentants d'entités des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Tous ont leur place dans la salle Fazao de l'hôtel du 2 février. Ici même, où se tiendront les travaux de la conférence parlementaire de haut niveau sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. Quelques heures avant son ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, veut s'enquérir des dispositions pratiques, de la logistique, bref, de l'évolution dans les préparatifs. Elle a donc pu constater l'avancement remarquable dans les préparatifs, et ce, dans les moindres détails, à travers l'entretien avec le comité d'organisation. Pour l'occasion, la salle Evala est transformée en salle de presse. Plus d'une soixantaine de journalistes y sont attendus. D'ici, ils pourront suivre l'intégralité des travaux qui seront également retransmis en direct sur la télévision togolaise et sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook et autres. Les différentes délégations ont également la possibilité d'animer dans la salle Evala des conférences de presse pour communiquer sur des sujets précis. Et déjà un peu plus tôt, la présidente de l'Assemblée nationale était à l'aéroport international Nyazingbe et Yadema. Elle y a accueilli les nombreuses délégations venues prendre part à cette rencontre de haut niveau. La présidente a reçu, entre autres, le président de la transition du Mali, Malik Dia. Vous voyez donc là la délégation malienne arrivée donc à Lomé pour cette importante réunion, cette importante conférence donc sur le terrorisme qui s'ouvre donc demain. La présidente a également reçu le président de l'Union interparlementaire, M. Duarte Pacheco, la présidente qui échangeait donc avec le président de l'Union interparlementaire, M. Pacheco, donc, qui prendra part à cette rencontre demain à Lomé. La présidente de l'Assemblée nationale a également reçu la présidente de l'Union parlementaire africaine, Mabel Memori Chinomona. Madame, donc la présidente de l'Union parlementaire qui fait partie donc des participants à cette rencontre. Également la vice-présidente du Libéria, Joël Talor, arrivée également à Lomé dans le cadre de cette rencontre parlementaire sur le terrorisme. Et déjà hier, vous l'aurez donc constaté, hier, la présidente de l'Assemblée nationale a reçu le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, Mauro Miediko. Et donc, parmi ces délégations, ces nombreuses délégations qui arrivent à Lomé, des dizaines de jeunes de plusieurs pays africains sont attendus. Quelles sont alors leurs attentes? Esther Laclé nous le fait découvrir. Conférence de haut niveau sur la prévention de l'extrémisme violent chez les jeunes. La conférence parlementaire de haut niveau sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique s'ouvre ce 19 janvier à Lomé. Elle sera axée sur les moyens dont disposent les parlementaires pour renforcer l'engagement des jeunes dans cette lutte. Sont attendus des parlementaires nationaux et d'États africains, des jeunes leaders, des organisations non gouvernementales, des syndicats d'étudiants, des représentants d'entités des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Venir répondre à l'invitation de l'honorable présidente ne peut que nous renforcer en expertise, expérience, pour que nous puissions vraiment relever tous ces défis sécuritaires qui nous attendent sur le terrain. Également aussi, nous allons joindre l'utile à l'agréable, profiter de l'expérience parlementaire. Évidemment, il y aura des échanges
entre parlementaires, raison ce qui justifie d'ailleurs la taille de ma délégation parce qu'il y aura des travaux. Plusieurs thématiques seront abordées. Elles vont des rôles significatifs des jeunes dans les processus décisionnels à leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent, en passant par les moyens par lesquels les parlementaires pourraient les sensibiliser. Cette conférence de haut niveau traduit l'engagement du Togo à mener une lutte sans merci contre le terrorisme et préserver la paix dans la sous-région. Après les événements du 18 août, l'histoire retient que le Togo a été l'un des premiers pays à accueillir les autorités de la transition. Le Togo est reconnu par sa qualité de médiateur que d'autres pourront énormément bien apprécier. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier, féliciter et remercier son Excellence, le Président Faure, pour le service rendu à l'humanité et à l'Afrique tout entière. La conférence est organisée par le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme en collaboration avec l'Assemblée nationale togolaise, de l'Union parlementaire africaine, du Comité interparlementaire du G5 Sahel et du Conseil de la Choura de l'État du Qatar. Et donc, vous l'aurez reconnu dans ce sujet, donc, le président du Conseil national de transition du Mali, Malick Diaw. Depuis octobre 2022, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a changé de nom. Il s'appelle désormais Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Et pour informer les populations de l'espace communautaire, des journalistes des pays membres de l'UMOA ont pris part donc à une conférence de presse et ils ont découvert donc les réels contours de ce changement de dénomination et surtout l'organisation demain du colloque que l'autorité tient du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le compte rendu avec Carmen Madji à 4 mois. À partir de ce jeudi 19 janvier 2023, l'ancien Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF UMOA, va officiellement changer de dénomination. Il va s'appeler AMF UMOA, Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Une nouvelle identité visuelle lui sera conférée. Le président de l'AMF UMOA, Badanama Patoki, ex-secrétaire général du ministère de l'économie et des finances du Togo, discute avec la presse pour expliquer les raisons de ce changement de nom. Il fallait changer parce que à travers le conseil régional, on ne voyait pas la mission de l'organe. Le diagnostic qui a été fait pour le meilleur financement des économies de l'Union, on a relevé que ceci ne permettait pas également de donner une meilleure visibilité de l'organe lui-même et du marché. C'est pour cela que les chefs d'État ont demandé à ce que nous puissions changer de nom et nous avons trouvé ce nom, Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Rien que cela, même si vous n'êtes pas du domaine, vous sentez déjà que c'est une autorité de régulation. Le marché financier régional existe il y a 25 ans déjà. Il contribue aujourd'hui à plus de 20% au financement de l'économie de la sous-région. Demain, 19 janvier 2023, l'AMF UMOA va dresser un bilan et réfléchir sur les défis à relever pour les prochaines années. Ce sera bien entendu à travers un colloque de haut niveau qui va réunir d'éminentes personnalités de la région et des professionnels de la finance. Un des acquis importants qu'on peut quand même relever, c'est la contribution du marché à la mobilisation des ressources. En 2022, sur le marché financier régional, il y a eu une levée de ressources de 3 727 milliards de francs CFA. En 2021, nous étions à 1950 milliards et en 2020, nous avions fait un record à l'époque de 2018 milliards. Donc,
forte contribution au financement des États et des entreprises. C'est des avancées, mais ces avancées ne doivent pas occulter quand même les défis importants encore que nous avons. Un des défis importants, c'est vraiment d'arriver à assurer une éducation financière des populations et permettre à nos populations d'avoir une culture boursière. Les premières autorités des 8 pays membres de l'Union sont certainement attendues à cette rencontre d'Abidjan. Bientôt un plan stratégique de développement de la médecine du sport au Togo. Le document destiné à assurer une meilleure prise en charge des questions de santé liées à la pratique sportive est soumis à la validation des acteurs du monde sportif et du secteur de la santé depuis ce matin. Le compte rendu avec Aflim Johnson. Professionnels ou amateurs, les sportifs sont régulièrement soumis à d'intenses activités physiques. Des exigences à respecter pour maximiser leurs performances lors des différentes compétitions, mais qui ne sont malheureusement pas sans conséquences néfastes sur leur santé. Le Togo s'est engagé depuis 2018 dans des réformes visant l'amélioration de la prise en charge médicale des sportifs. Le présent atelier marque la mise en route du plan stratégique de développement de la médecine du sport. Quand nous parlons de l'état de santé, c'est la santé physique, la santé mentale, mais aussi la santé sociale. Il était question d'aller vers un outil de cadrage stratégique pour permettre d'orienter et de gouverner ce secteur et qui pourra permettre plus tard à nos sportifs d'être performants. Il s'agit après tout d'un atelier qui va analyser ce projet Draft 0 et ressortir un document final. Le document est un outil de planification qui, une fois entré en vigueur, devra renforcer les moyens d'action de la Direction nationale de la médecine du sport et de lutte contre le dopage. Ceci pour garantir des soins de qualité à tous les sportifs togolais et ainsi leur offrir un cadre favorable à une pratique sportive saine. Cette validation vient à point nommé matérialiser la volonté du gouvernement de faire du sous-secteur de la médecine du sport un maillon prépondérant dans la concrétisation de l'ambitieux chantier de la renaissance sportive au Togo. Une fois adopté, ce plan stratégique sera désormais le tableau de bord et d'une grande utilité dans la réalisation des objectifs globaux du ministère des Sports et des Loisirs et de toute la communauté sportive togolaise. L'ensemble des acteurs présents à cet atelier se félicitent de voir le Togo passer bientôt un cap important en matière de gestion des questions de santé en lien avec le sport, une pierre de plus à l'édifice d'une économie sportive résiliente en construction. L'Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde. Pour la première fois depuis 60 ans, la Chine a vu sa population baisser. Des chiffres dus à un faible taux de natalité, un fort taux de mortalité et surtout un changement de mentalité des jeunes Chinois. Regardez. Moins de nourrissons dans les maternités chinoises. Seulement 9 560 000 naissances ont été comptabilisées en 2022. Une baisse entamée en 2016. En 6 ans, le nombre de bébés a été quasiment divisé par 2. Et cela ne compense pas les plus de 10 millions de décès enregistrés dans le pays l'an dernier. Conséquence, la population chinoise a diminué. Une première depuis le début des années 1960 et la grande famine qui a fait des dizaines de millions de morts sous Mao Tse-tung. Un ralentissement démographique alors que la politique de l'enfant unique a été abolie depuis 2015, mais elle reste ancrée dans les mentalités. Autre raison qui explique cette baisse, le coût élevé de l'éducation d'un enfant et une envie moins forte d'avoir un bébé pour la jeune génération. Je préfère avoir plus de temps pour moi-même, pour apprendre de nouvelles connaissances ou développer plus de compétences. Moi, je n'envisage pas d'avoir d'enfants. Et même si je me marie un jour, je veux vraiment être dans un couple sans enfants. Selon des experts, ce déclin démographique aura un impact profond sur l'économie chinoise et sa compétitivité sur le marché mondial. L'Inde devrait d'ailleurs dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé du monde cette année.
Le système de retraite sera également touché. Selon certaines projections, sans réforme, le paiement des pensions pourrait représenter 20% du PIB en 2100 contre 4% en 2020. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je m'appelle Maxime Dali, directeur de publication du site d'information togoenlive.tg. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant répression du faux Moyen-Âge et des autres signes monétaires dans les pays membres de l'UEMOA. Pourquoi une nouvelle loi sur les fausses monnaies? Est-ce que l'ancienne mouture de loi tient-elle des insuffisances? Autre volet de ma question, nous constatons aujourd'hui que des gens continuent toujours de rejeter les billets usés et les pièces usées également sur le marché. Est-ce que la nouvelle loi prévoit des dispositions qui punissent les auteurs de ces actes-là? Le Conseil a en effet examiné ce jour un avant-projet de loi sur le faux monnayage et les atteintes qui peuvent être portées aux autres signes monétaires. Alors, notre pays n'était pas complètement démuni en termes de réglementation visant le faux monnayage. Il y a un droit commun dans le droit pénal général de notre pays. Il y a des textes qui permettent d'incriminer, de sanctionner le faux monnayage, la fabrication de fausses monnaies et leur utilisation. Mais en réalité, relativement à cet avant-projet, il y a un contexte particulier. Et si l'on repart dans l'histoire, l'on peut relever que c'est depuis 1929 que, par une convention de Genève, le faux monnayage a été pris en compte comme situation particulière à encadrer. Et il y a eu, dans les années 80, un texte de l'UEMOA qui régissait déjà une telle situation. Maintenant, vous le savez, en matière de crimes, de délits, il y a toujours des évolutions. Les criminels ont une imagination qui est particulièrement débordante, qui impose aux législateurs de s'adapter aux nouvelles formes de criminalité. Donc, ce texte intervient pour non seulement prendre en considération les nouvelles formes de criminalité spécifiquement sur le faux monnayage et l'atteinte portée aux autres signes monétaires, mais également d'élargir, parce que dans les textes qui étaient les plus anciens, les personnes morales comme auteurs de ces délits ou de ces crimes n'étaient pas pris en compte. Donc aujourd'hui, on a dans le texte qui a été examiné et adopté en Conseil des ministres une prise en compte des personnes morales au plan pénal spécifiquement. Donc la falsification, les incriminations, même les saisies des outils ayant servi à fabriquer de la fausse monnaie n'étaient pas véritablement ou parfaitement encadrées par les dispositions antérieures. Aujourd'hui, on a un texte d'émanation nationale. C'est d'abord une loi uniforme qui a été adoptée au niveau de l'UEMOA, que notre pays a repris et qu'il va intégrer dans son ordonnancement juridique. Donc, une évolution qui permet de mieux saisir cette criminalité qui est très évolutive et d'élargir les sanctions, de les aggraver également, de renforcer les outils entre les mains de la BCEAO pour sanctionner. Pour ce qui est du refus des pièces de monnaie ou des billets de banque usagés par certains commerçants, on est ici face à une pratique qui a cours dans notre pays, mais une pratique qui est parfaitement illégale, puisque les monnaies, les pièces usagées ou les billets de banque usagés peuvent être restitués tout simplement à la BCEAO, mais à partir du moment où c'est de la monnaie qui a cours légal, cette monnaie-là doit être reçue comme moyen d'échange, puisque la monnaie a cours légal. D'ailleurs, le 30 novembre dernier, la BCEAO, dans un communiqué, a rappelé cette exigence
à tous les pays membres de l'UEMOA. Et aussi, il y a eu une communication pour sensibiliser les commerçants sur ce que une pièce usagée ou un billet de banque usagé n'est pas un billet de banque qui a perdu son cours légal. C'est un billet de banque qui reste usagé et qui peut être récupéré dans le circuit de la BCEAO et détruit afin que de nouvelles pièces ou des nouveaux billets de banque puissent circuler. Au total, refuser de recevoir en paiement d'une prestation une pièce de monnaie ou un billet de banque usagé est contraire à la loi. Je suis Emmanuel Amigoulamé, journaliste Radio Lomé. Le Conseil a examiné un projet de décret fixant la nomenclature, les modalités et les conditions d'exploitation des installations classées pour l'environnement. J'aimerais savoir qu'est-ce qui sera fait concrètement pour les populations des milieux environnants des structures industrielles. Qu'est-ce qui sera fait? C'est ce qui est en train d'être fait en réalité. Vous savez, nous avons désormais dans notre pays une trajectoire qui vise à favoriser l'implantation d'unités industrielles dès lors que conscience est prise de ce que nous devons transformer nos produits locaux pour en ajouter une certaine valeur avant d'envisager l'export. Donc, qui dit unité industrielle dit la mise en place de structures qui peuvent présenter des dangers divers, des dangers en termes de santé, des dangers en termes d'environnement, donc des dangers multiples. Et la mise en place de telles structures doit répondre à certaines normes qui sont fixées. Et ces normes-là entraînent justement la classification de ces unités en différentes catégories. Et à chaque catégorie va correspondre des exigences en termes de sécurité, en termes de respect de l'environnement, tant dans l'implantation que dans l'exploitation. Pour quelles raisons? Tout simplement, on le sait, lorsque vous avez une activité qui est une activité industrielle, c'est une activité qui est susceptible de créer du danger. Donc, on peut avoir des risques d'incendie, des risques d'explosion, des risques divers. Et pour pallier ou en tout cas pour anticiper sur ces risques, les unités industrielles doivent être construites et exploitées selon des normes. Et ces normes, justement, visent à protéger de façon préventive les populations environnantes, à sécuriser l'exploitation des dites unités industrielles, mais également, au cas où finalement on n'a pas réussi à éviter la survenance du sinistre, à proposer des solutions pour pouvoir répondre au sinistre qui peut être causé. Donc aujourd'hui, ce texte va nous permettre d'avancer d'un pas dans la protection des populations environnantes comme vous l'envisagez, en mettant en place en amont déjà les éléments qui permettent de sécuriser l'exploitation. Je suis Norbert Douadi de Nana FM. Alors, le Conseil a examiné le projet de décret déclarant d'utilité publique en autorisant les travaux d'équipement et raccordement de forage de 40 mètres cubes à Pédocoin au nouveau château d'eau en construction à Sagbado. On sait, Monsieur le ministre, que le problème d'accessibilité à l'eau potable se pose avec acuité dans notre pays. D'abord, qu'est-ce que cette infrastructure va apporter aux populations du Grand Lomé et qu'est-ce qui est prévu pour les populations des autres localités pour pallier le problème? Le projet d'Apédocoin est un élément d'un vaste projet d'accessibilité à l'eau potable, non seulement pour le Grand Lomé, mais c'est un projet qui s'inscrit sur toute l'étendue du territoire. Les semaines écoulées, on a beaucoup parlé du projet PASCO, qui est dans sa 3e phase actuellement et qui vise à doter les localités des savanes et de la Cara de points d'eau, de forages, de mini-adduction d'eau. Donc on a en tout cas aujourd'hui dans notre pays un vaste projet qui nous permet d'ores et déjà d'avoir un accès à l'eau potable à près de 70%. Mais évidemment, 70%, ce n'est pas 100%. Et lorsqu'on revient plus précisément au projet d'Aflaou Sagbado et à Pédocoin, c'est un projet qui étend l'accessibilité à l'eau potable au Grand Lomé.
c'est un élément du ceinturage. À part après, à Pédokoué, il y a Rumbi, il y a Agoué, il y a Bé. Donc, tout un travail de fond. Aujourd'hui, on a une structure, un forage existant que l'on souhaite raccorder à un château d'eau. Donc, le château d'eau est situé à Sagbado et le forage est à Pédokoué. Ce texte permet de procéder à une expropriation parce que le foncier sur lequel l'ouvrage va être positionné appartient à un privé. Mais de façon globale, ce qu'il faut noter, ce sont les efforts qui sont déployés désormais pour rendre plus accessible l'eau potable à nos concitoyens. Un forage implique le déplacement des populations vers le point d'eau. Mais son raccordement à un château d'eau va entraîner justement la distribution vers les citoyens. Donc c'est cet effort que le gouvernement essaye de faire pour renforcer les châteaux d'eau existants, en construire également, pour faire en sorte que nos populations puissent avoir un point d'adduction d'eau. Est-ce qu'il y a une compensation prévue pour les propriétaires? Les règles de notre pays sont claires, qui parlent effectivement d'expropriation, parlent d'indemnisation préalable, et ces préalables-là sont réglés pour que la mise à disposition du foncier se fasse dans les meilleures conditions. Le Conseil a écouté également une communication relative au registre des personnes et des ménages. Qu'est-ce que c'est et à quoi doit-on s'attendre dans le quotidien des Togolais? Le registre social des personnes et des ménages est une innovation à l'échelle de notre pays. C'est vrai, c'est un registre qui a été expérimenté sous d'autres latitudes, mais pour nous, c'est un outil. C'est d'abord un outil de compilation de données socio-démographiques avec un objectif précis. L'idée, c'est d'avoir une cartographie des personnes et des ménages. Mais à quelle fin? La finalité, c'est de faire en sorte que tous les programmes sociaux de notre pays puissent s'appuyer sur cette base de données afin d'atteindre les cibles les plus pertinentes possibles. On le sait, le gouvernement a déployé plusieurs programmes de filets sociaux de base. Et on le sait également, il peut arriver que certains de nos compatriotes qui ne remplissent pas les conditions puissent bénéficier de ces filets sociaux de base. Avec ce type d'outil, un registre comme celui-là, l'on va avoir des informations particulièrement précises et fiables qui permettent d'atteindre les véritables cibles qui ont été identifiées pour l'implémentation d'un quelconque projet social. Donc, pour me résumer, je dirais tout simplement qu'un tel registre, c'est une base de données qui contient des informations sur les personnes et les ménages et qui permet au gouvernement de pouvoir déployer ces programmes sociaux de façon précise. Depuis 2014, le gouvernement a mis en place le Fonds national de la finance inclusive qui met en œuvre des mécanismes pour permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès au crédit. Aujourd'hui, quelles sont les statistiques qui permettent de mesurer le degré d'accessibilité de ces populations au crédit? L'inclusion financière n'est pas un vain mot désormais dans notre pays. Lorsqu'on parle d'inclusion financière, on touche du doigt un levier de l'harmonie sociale, du développement même. On touche du doigt la cohésion sociale. Avant 2014, certains indicateurs peuvent le démontrer, on avait une population relativement importante qui ne pouvait pas avoir accès aux services bancaires classiques ou même aux services financiers décentralisés. Aujourd'hui, vous l'avez noté, avec la mise en place du Fonds national de finances inclusives, on a évolué. Mais la mise en place de ce fonds-là s'est accompagnée d'autres outils qui ont permis d'aller plus loin dans l'implémentation de cet accès facilité à la finance de façon générale. Il y a eu un ministère qui est dédié désormais à ce secteur-là et les résultats sont là. Si vous prenez depuis 2018 jusqu'à 2021, la progression de notre pays, que ce soit en taux d'inclusion financière, que ce soit en taux de bancarisation strict, taux de bancarisation élargi, taux de pénétration géographique,
tous ces indicateurs sont verts. Taux d'inclusion financière, nous sommes désormais à 85%. Le compte-rendu du Conseil des ministres est assez précis là-dessus. Nous partions de très loin. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas non plus un bénéfice qui est inné. Il s'agit d'un ensemble d'outils mis bout à bout qui ont permis d'arriver à ce résultat. On peut parler du dynamisme du ministère dédié, mais on peut également parler des différentes incitations que l'État a mis à la disposition de nos concitoyens. Les outils, par exemple, qui sont proposés à nos concitoyens en termes de finances inclusives ont le mérite d'apporter non seulement une réponse à leurs besoins immédiats, mais ce qu'il faut rajouter, c'est également le taux de remboursement qui est particulièrement éloquent. On est à 94,45% environ du taux de remboursement. Cela voudrait dire qu'on a non seulement une politique qui fonctionne, mais on a également des outils qui donnent des résultats. Et l'adhésion des populations là-dessus doit être saluée et accompagnée. Le président de la République était au dernier forum des producteurs agricoles. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer les producteurs que les produits seront achetés pour alimenter les cantines scolaires? Je peux rassurer les producteurs locaux que leurs produits seront pris en compte dans cette politique d'alimentation scolaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est déjà le cas. Lorsqu'on prend le programme en question lui-même, on a un programme qui vise non seulement à accompagner la scolarisation de nos jeunes frères et sœurs dans les milieux les plus défavorisés, et spécifiquement sur ce point, il y a déjà des résultats qui sont notables. On a un taux de maintien à l'école de nos jeunes frères et sœurs qui est plus élevé. Sur les 2 millions d'élèves qui sont scolarisés, on a au moins 49% de filles qui se maintiennent à l'école, en tout cas sur le circuit primaire. Donc le programme a cet objectif. Proposer à ces jeunes élèves une alimentation en quantité et en qualité nutritionnelle, mais le programme permet également d'avoir une approche intégrée. C'est-à-dire que le financement d'un tel programme inclut non seulement les parents d'élèves, l'État, des organisations non gouvernementales ou voire internationales, mais encourage de plus en plus, en termes d'achat des intrants pour pouvoir faire les plats, encourage un circuit court. Ce qui veut dire que les producteurs de la région sont sollicités pour fournir les intrants qui permettront de fabriquer les plats. Au-delà même de la contribution des producteurs locaux, il y a un encouragement important des jeunes enfants des établissements à développer des jardins scolaires, des jardins communautaires pour alimenter les cantines. Donc on a entre les mains un programme qui fait ses preuves, qui nous permet de proposer une alimentation de qualité à nos jeunes frères et sœurs, mais qui mobilise également notre communauté. Il est possible à vous comme à moi aujourd'hui de contribuer à ce programme-là en achetant des plats pour ces jeunes élèves. Des sociétés privées de la place le font déjà et il me semble que c'est l'occasion de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient participer à un tel programme d'y contribuer. Donc pour les producteurs locaux, n'ayez de crainte, ils sont pleinement associés à ce programme. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, nous voyons que les prévisions ont été réalisées du point de vue macroéconomique. Mais au niveau du pouvoir d'achat des populations, il reste encore à faire. Que compte faire le gouvernement pour pouvoir aider les populations dans ce sens? Moi, il me semble qu'il y a sans doute un biais qu'il faut lever. Parce que lorsqu'on parle du panier de la ménagère, en général, l'analyse s'arrête à ce que l'on peut acheter, c'est-à-dire des tomates, le riz et puis l'huile. Aujourd'hui, l'analyse du panier de la ménagère, du pouvoir d'achat, doit être élargie,
non seulement aux frais administratifs, aux frais de transport, aux dépenses que l'on fait pour notre confort. L'analyse doit être élargie. Et dès lors que l'on élargit l'analyse, la vue devient plus claire. Et l'on peut identifier maintenant les efforts que fournit le gouvernement pour accompagner ce pouvoir d'achat. Je parlais tout à l'heure de transport. Des efforts ont été faits pour stabiliser les prix du carburant. Lorsque vous prenez le budget de l'année 2023 et que vous regardez les postes de dépenses, vous verrez à quel point l'État a mis l'accent sur le volet social. Quand on prend l'agriculture et que notre État, le gouvernement, fait en sorte de mettre à la disposition des agriculteurs l'engrais à des prix plutôt intéressants, déjà, l'on sécurise la production, mais on fait en sorte que le coût de revient de la production soit abordable pour tous nos concitoyens. Donc, c'est une panoplie de mesures et d'actions que l'État met à la disposition de nos populations pour non seulement assurer ce pouvoir d'achat, mais faire en sorte qu'il continue à augmenter. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.